tant que ministre de la République, responsabilité aussi par rapport au message du président de la République, Président Ouattara, qui nous a instruit d'œuvrer pour que chaque enfant, chaque écolier, quelle que soit son origine, quel que soit son département d'origine, qu'il puisse avoir accès à une éducation de qualité et aussi avoir accès à une chance équitable de réussite. Le lancement officiel ici s'adresse prioritairement aux élèves et nous leur avons prodigué des conseils de calme, de sérénité pour qu'ils puissent composer dans des conditions apaisées et que les résultats soient à la hauteur de l'attente des parents et de tout le dispositif du système éducatif. Le centre de Folie a été choisi en lien avec le principe de rotation au niveau des départements, le principe de rotation au niveau des départements qui a été institué déjà depuis quelques années par le membre. Et ce principe s'aligne sur deux logiques. La logique d'intégrité territoriale, de rotation au niveau des départements, pour que chaque département se sente concerné par cet événement national. Nous avons aussi ce principe d'émulation pour qu'un centre choisi soit une vitrine, porte-parole d'autres centres, d'autres sites, pour que tout le monde nous puissions avancer vers l'excellence. Les expériences sont grandes. Nous avons, sur le plan historique, en 10 ans, fait un bon qualitatif de près de 50 points. Qu'il vous souvienne qu'en 2016, au début des grandes réformes dans le secteur de l'éducation, le taux de réussite était de 39,26%. En 2025, nous sommes allés à 89,81%. Un bon qualitatif de 50%, c'est à saluer. Et nous sommes dans des conditions pour aller plus loin. Nous visons un taux 90% pour donner une chance vraiment à tout le dispositif qui se sent concerné par rapport à ces réformes. Aller plus loin ensemble. Mais au-delà du chiffre symbolique, de cette barre symbolique de 90%, nous voulons insister et nous avons été mandatés ainsi pour aller sur la qualité de l'enseignement, la qualité de la supervision, la qualité des élèves écoliers. Ici, écoliers qui vont être élèves, la qualité va s'exprimer en termes, non pas de taux, mais en leur capacité à lire, leur capacité à communiquer, à écrire, à s'intégrer dans leur milieu et surtout à être de bons citoyens. Donc, au-delà du taux que nous visons, 90%, nous visons la qualité du système éducatif. Ils sont au total 33 031 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BEPC dans le département de l'Atlantique. Cet examen démarre le lundi 8 juin prochain. Ceux-ci seront répartis dans 50 centres de composition pour le baccalauréat. Ils sont au total 10 114 candidats à composer, c'est-à-dire à l'assaut pour le baccalauréat, bien sûr, 10 114 candidats composent après l'examen du BEPC le 15 juillet 2026. Ces examens se préparent activement dans le département de l'Atlantique. Docteur Amou Mathias Aoumadegbe nous parle de cet examen. Pour ce qui concerne l'examen qui aura lieu déjà le 8, tout est fin prêt. On connaît les centres, on connaît le nombre de candidats, les inscriptions sont terminées, les surveillants sont sélectionnés, les correcteurs sont connus. Voilà, seulement que leur liste n'a pas encore été rendue publique. Mais tous les travaux qui entourent ces différentes activités ont été déjà réalisés. Et nous avons déjà reçu tout ce qu'il faut en termes de matériel pour le déroulement normal de BPC dans notre département. Nous avons au total 16 802 candidates, 16 229 candidats, soit au total 33 031 candidats. Ces candidats sont répartis sur 50 centres de composition. Je répète,
Nombre de filles, c'est-à-dire candidates, 16 802. Nombre de garçons, candidats, 16 229. Au total, filles comme garçons, nous avons au niveau du département de l'Atlantique 33 031 candidats qui composent à l'examen du BPC du 8 juin prochain dans le département de l'Atlantique. Et ces candidats sont répartis dans 50 centres de composition. Pour ce qui concerne le baccalauréat, nous avons 9 027 filles candidates, 10 087 candidats garçons. Au total, 19 114 candidats composent dans le département de l'Atlantique pour l'examen du baccalauréat. Et ces candidats sont répartis dans 33 centres de composition. Les 2 examens seront lancés dans la commune d'Abomey-Calavi. Précision avec le directeur départemental Amou Mathias Aoumadébé. Le BPC, au niveau du département de l'Atlantique, nous sommes en train de retenir le centre du CEG La Verdure, qui se trouve à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et pour le baccalauréat, ce sera le centre de lycée technique Amitié Sino-Béninoise d'Akasato. Mesure particulière, pour ce qui concerne le BPC, les choses ont évolué. Si bien que déjà à partir du numéro du candidat, on peut connaître le centre et la salle dans laquelle le candidat va composer. Donc, c'est une innovation, une première. Donc, dans la salle, on peut connaître même la position du candidat. C'est comme ce qui se passe au bac, qui est en train d'arriver au BPC. On souhaite que ça se perfectionne davantage au niveau du BPC. Ça rend les choses plus faciles. Voilà, en matière d'innovation, au plan organisationnel. Sinon, en réalité, c'est un standard et c'est très rigoureux. Et depuis la composition jusqu'à la correction, il n'y a pas de laxisme. Tout se fait de façon rigoureuse. Et puis, si tu obtiens ton diplôme, c'est que tu mérites réellement. Il parle de son souhait et lance un appel aux candidats, parents et enseignants. Le souhait d'un responsable à ce niveau, c'est d'avoir un très bon résultat. On n'a pas créé les écoles pour avoir des échecs. Notre souhait, c'est d'avoir 100% de réussite, que ça soit pour les classes intermédiaires que pour les examens. Donc, notre souhait, c'est d'avoir 100% au BPC et 100% au baccalauréat. Et je profite pour remercier les enseignants du département de l'Atlantique et les chefs d'établissement qui ont vraiment travaillé d'abord à achever les programmes d'études, à organiser avec succès les examens blancs départementaux, à identifier là où les enfants ont encore des faiblesses et actuellement sont en train de faire des séances de bachotage, de remédiation pour amener ceux qui traînent encore au niveau pour que ces candidats puissent aborder de façon plus adéquate les examens du BPC comme les examens du baccalauréat. Oui, un mot pour les candidats, c'est pour leur dire de ne pas paniquer. Le jour de l'examen, d'abord la veille, de préparer tout ce qui est nécessaire pour être au centre, se réveiller très tôt pour être au centre à l'heure. Il peut prévoir peut-être, mais il ne faut pas prendre la pluie comme prétexte et être largement en retard. Dites-vous que s'il y a un seul candidat dans le centre de composition, ça ne peut qu'être que vous. Donc si tout le monde se met dans la tête que on va braver les intempéries atmosphériques, je crois que tout le monde peut être présent au centre et subir les épreuves. C'est maximum 3 ou 4 jours qui sanctionnent tout ce qu'on fait au cours de l'année. Et il n'est pas admis qu'on puisse prendre comme prétexte les aléas pour être en retard. Donc, je leur souhaite de faire un peu de sacrifice et aux parents de veiller pour ces derniers jours, je vais dire, parce qu'on ne peut plus dire dernières semaines, c'est quelques jours, veiller sur l'alimentation des enfants et les assister, les aider à connaître leur centre et leur salle de composition avant le jour de l'examen. Parce que ce n'est pas rare. On constate que c'est le jour de l'examen que des candidats arrivent, ils s'agglutinent autour des tableaux d'affichage, ils cherchent leur nom et leur salle, là où ils vont composer, ce n'est souvent pas très bon. Ils n'ont qu'à essayer. Les centres sont disponibles, ouverts jusqu'à avant-veille. Ils peuvent avoir accès et aller vérifier
leur position dans ces centres. Il ne faut pas oublier les cartes d'identité, les convocations, en tout cas tout ce qu'il faut pour... ils n'ont qu'à avoir confiance. Les enseignants ont fait ce qu'il faut, le maximum. Ils ont le maximum de connaissances pour affronter ces examens comme cela se doit. Et je leur souhaite bonne chance. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté le 22 mai dernier la loi relative à la répression de la circulation des faux billets de banque et des pièces de monnaie falsifiées. Ce texte vise à renforcer la lutte contre la contrefaçon monétaire et à protéger les populations contre les risques liés à l'utilisation de faux monnaies. Joint au téléphone par Serge Fanou, l'honorable Bior Sarako Tamou, rapporteur de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, apporte des éclaircissements sur les principales dispositions de cette nouvelle loi. Quand on parle de faux billets, quand on parle de fausses pièces, quand on parle de multiplication d'argent, nous savons tous ce que cela apporte comme désagrément à nos citoyens. Nous savons qu'il y a des milliers de familles qui sont tombées en ruine à cause de ces mauvaises pratiques. Et c'est pour donner les moyens juridiques nécessaires pour lutter contre ces mauvaises pratiques que notre Assemblée nationale a voté la loi relative à la répression des faux monnayages et des autres atteintes aussi monétaires en République du Bénin. C'est une loi uniforme de l'espace UEMOA, de l'Union monétaire ouest-africaine. Donc notre pays a l'obligation d'adopter cette loi, de transposer cette loi dans son ordre juridique interne. Et c'est ce que l'Assemblée vient de faire. Quand on parle de faux monnayage, de quoi s'agit-il, monsieur le journaliste? Le faux monnayage est tout acte frauduleux de fabrication ou d'altération d'un signe monétaire émis par la BCEAO. Il peut s'agir de la falsification, il peut s'agir également de la contrefaçon. Le faux monnayage, c'est également la mise en circulation d'une fausse monnaie en toute connaissance de cause. Le faux monnayage, c'est également la détention ou le fait de se procurer une fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation en toute connaissance de cause. Également, et enfin, le faux monnayage, c'est le fait de détenir ou de transporter des appareils, des machines, des outils et même des programmes informatiques dans le but de fabriquer une fausse monnaie ou d'altérer une monnaie en circulation. Donc, vous comprenez que c'est beaucoup de choses que nous regroupons dans le faux monnayage. Il revient notamment sur les sanctions prévues à l'encontre des acteurs de ces infractions, mais aussi sur la question du refus de certains billets et pièces de monnaie par des usagers dans les transactions quotidiennes. Il faut dire que toutes ces infractions sont punies par la loi et le degré de sanction dépend de la qualification de l'infraction. Et à ce niveau, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Et parmi ces éléments, le fait de refuser une monnaie ayant cours légal est une infraction et elle est punie d'une amende allant de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Quand vous allez acheter quelque chose avec une pièce, vous remettez, on dit que la pièce est gâtée, la pièce est lisse. Vous amenez un billet, on dit que le billet est froissé, le billet est vieux, le billet est trituré. C'est une infraction à la loi. Parce que la monnaie est un crédit public. La monnaie est un signe de souveraineté d'un État. Il ne revient pas à un citoyen de refuser la monnaie. Il ne revient pas à un citoyen de dire qu'une monnaie n'est pas bonne, qu'elle ne va pas prendre dans le cadre des transactions. C'est une prérogative de la BCEAO. Donc, lorsque tu vas acheter un beignet auprès de la bonne dame et elle arrive à savoir la pièce que tu as apportée est une pièce de 100 francs, ça veut dire que la monnaie joue son rôle. Vous devez pouvoir changer sans aucun problème. Il en est de même pour les billets.
L'élu explique également que des sanctions sont prévues pour toute personne qui, en connaissance de cause, s'abstient de dénoncer des faits liés à la circulation de faux billets. L'honorable Bio Sarako Tamou rappelle les obligations des citoyens et évoque les prochaines étapes devant conduire à l'application effective de cette loi. Lorsque vous avez connaissance que quelqu'un détient des faux billets, ou bien lorsque dans vos transactions, vous avez eu des faux billets et que vous ne dénoncez pas, il s'agit d'une infraction et c'est puni par la loi. C'est de la même façon que lorsque vous échangez de la monnaie contre une commission, c'est une infraction contre le faux monnayage. Donc, lorsque vous avez une fête, vous avez un gars et vous voulez les billets de 500, vous allez quelque part, on vous dit, ah, oui, j'ai une liasse de 50 000, mais il faut donner 55 000 pour que j'ai une commission de 5 000. C'est une infraction. C'est puni par l'article 16 de la présente loi. Et je voudrais également dire que la loi a été conçue pour renforcer la confiance des citoyens. Lorsque vous détériorez la monnaie, lorsque vous signez sur un billet, vous mettez des peintures, des colorations sur des billets, ce qu'on appelle le maculage, ou bien la surcharge délibérée, c'est puni par la loi à son article 14. Actuellement, la loi va suivre son processus jusqu'à sa promulgation par le président de la République. Après sa promulgation, il y aura la sensibilisation des populations, il y aura la vulgarisation de cette loi pour que chacun sache de quoi il s'agit et que chacun la respecte au risque de tomber sur le coup de la loi. Page invitée. Le centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli d'Alada organise le 11 juin prochain la première journée dermatologique. Cet événement s'étendra sur 3 jours. Il vise un objectif bien déterminé. Pour mieux comprendre le déroulement des activités, nous recevons pour vous Dr Laura Dossop, médecin en spécialisation de dermatologie, vénérologie. Et nous recevons également Aïssi Hector, il est surveillant général du dit centre. Également Nadège Nyonhwevi, elle est assistante sociale au CDTUB d'Alada. Ils sont au micro de Nativité Yehoumé. Bonjour à tous. Je suis le docteur Laura Dotsop. Je suis médecin en cours de spécialisation de dermatologie vénérologie. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation ce matin. À ma gauche, je suis Nadège Nyonhwevi. Je suis assistante sociale au centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli d'Alada. Merci. Merci d'être là. Juste à côté de vous se trouve un homme. Moi, c'est Hector Aïssi. Je suis technicien supérieur en dermatologie et surveillant général du centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli d'Alada. On entend parler du CDTUB. Alors, CDTUB, qu'est-ce que c'est? Merci, monsieur le journaliste. Le CDTUB s'entend dire le centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli. Le centre a pour spécialisation de s'occuper de tous les malades affectés par l'ulcère de Buruli. L'ulcère de Buruli, c'est une affection de la peau. Vous comprenez donc pourquoi nous sommes là ce matin. Nous voulons parler des maladies liées à la peau. Donc, le centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli s'occupe de tout ce qui est maladie de la peau, en particulier de l'ulcère de Buruli. L'ulcère de Buruli, c'est une affection qui commence par des nodules, des plaques ou bien des ulcérations. Donc, c'est tout un processus pour cette maladie. Merci chez Madame Nyonhwevi. Le centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli dont parlait Madame Nyonhwevi se trouve où au niveau de l'arrondissement central de la commune d'Alada? Le CDTUB d'Alada, communément appelé ulcère de Buruli,
par la population environnante se trouve non loin quand même de l'église catholique Saint-Jean d'Arc d'Alada. Ça fait corps au centre de santé communal d'Alada, juste à quelques mètres de la nouvelle banque qui est à côté là. Voilà, donc au bord de la voie bitumée. Non, c'est pas trop loin. Et je voudrais aussi compléter quelque chose par rapport à ce que Madame Nyokweve a dit tout à l'heure. Le centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli d'Alada est un des bras opérationnels du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli. Et à ce titre, sa mission, c'est de dépister, de prendre en charge les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, telles que l'ulcère de Buruli qu'elle a dit, la lèpre et le pian, et les autres affections aussi dermatologiques. Donc, vous comprenez que dans la maison, quand même les plaies aussi font partie quand même des dermatoses. Donc, tout ce qui touche à la peau et les fanères, que ce soit les poils, tout ce qui touche quand même le revêtement cutané, on parle d'affections cutanées. Voilà. Donc, c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ce centre a un événement en vue. De quel événement s'agit-il, docteur? Il s'agit des premières journées dermatologiques d'Alada. Première journée dermatologique d'Alada. Donc, on a essayé d'abréger JDA 1. JDA 1. Oui. Donc, c'est un congrès qui est organisé par le service de dermatologie vénérologie du CDTUB d'Alada. Et ce sera 3 jours où nous allons regrouper, que ce soit rassembler le personnel médical, des étudiants en médecine, des médecins généralistes, des spécialistes, pour parler autour d'un thème particulier. Donc, faire déjà l'état des lieux de ce qui a été fait jusque-là, discuter de tout ce que nous avons comme défis et des approches de solutions pour ces défis-là. Mais en dehors de rassembler déjà le personnel médical, comme je l'ai dit, ça a également pour but de permettre à ceux qui ont des difficultés d'accès quand même aux consultations de dermatologie à cause du coût, de pouvoir quand même bénéficier de ces consultations-là au cours des premières journées. Du coup, ce congrès-là a 2 volets, on peut dire, des objectifs en 2 volets. Quels sont ces volets? Un volet social, oui, en rapport avec les consultations gratuites et les séances de sensibilisation du premier jour, mais également un volet purement scientifique qui sera abordé les 2e et les 3e jours. Quel est l'objectif que vous visez en organisant cette journée? Il y a un premier objectif de pouvoir aborder ces différents points avec le personnel médical. Donc, ça permet d'avancer la science en ce qui concerne la dermatologie. Mais également, le second objectif, voilà, qui est pour venir quand même en aide à la population et pouvoir jouer notre part de rôle et contribuer au bien-être de la population d'Alada. Quelles sont les conditions de participation à ces 3 jours, ici, Hector? Merci. Les conditions de participation. Le premier jour, c'est-à-dire le 11 juin, déjà, c'est, disons, une porte ouverte à toute la population, surtout ceux qui ont des soucis de peau et qui peut-être jusque-là n'ont pas pu quand même se rendre à l'hôpital pour se faire consulter. On va les prendre gratuitement et c'est déjà un pas, sinon que c'est le social que nous voulons, la partie sociale dont on parlait et que Dr. Laura a souligné tout à l'heure. Donc, c'est déjà une occasion pour eux quand même de venir au centre, de voir les spécialistes et quand même d'avoir accès à leurs prestations gratuitement. Et le reste, déjà, les 2 journées, je crois, Dr. Laura a parlé de rien, donc c'est purement scientifique et orienté vers les professionnels de la santé. Donc, ce serait quand même un creuset quand même d'échange, de partage de connaissances et en même temps pour réfléchir aux défis futurs liés à tout ce qui nous réunit, qui est le bien-être quand même de la population. Est-ce qu'il y a une particularité qui est réservée à la communauté? La particularité qui est réservée à la communauté lors de ces premières journées dermatologiques, c'est d'abord le caractère social de l'activité. Nous entendons par caractère social la première journée de cette série de journées, c'est la gratuité totale des consultations dermatologiques. C'est-à-dire quoi? Toute personne
ayant des affections de la peau, ils ont la possibilité de se rapprocher des spécialistes. Ces spécialistes seront là pour les examiner. Ils ont la possibilité de poser des questions à ces spécialistes sur ce dont ils souffrent. Donc, ces premières journées, c'est destiné à la population. Et c'est notre invitation de ce jour. Nous invitons toute la population d'Alada à se rapprocher du centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Bureli. Et voilà, ce sera tout pour le journal du soir. Cyril Podji, partie technique à présentation. Bernice Koukoudji, merci de nous avoir suivis.